Alors bonjour à tous et bienvenue à cette capsule sur la RSE liée aux parties prenantes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Anne-Josée Laquer, qui est directrice vocation sociale et pérennité de l'entreprise chez EMIA. Bonjour Madame Laquer. Bonjour Jason. Alors peut-être en débutant, j'aimerais vous demander, Madame Laquer, qu'est-ce qu'une partie prenante? En fait, une entreprise opère dans son environnement avec beaucoup d'individus et de regroupements. Donc, les acteurs de cet environnement-là forment un écosystème et chacun des acteurs sont des parties prenantes. C'est des personnes ou des groupes d'individus sur lesquels l'entreprise a un impact ou qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Anne-Josée, pourriez-vous nous donner des exemples de parties prenantes? Bien sûr, habituellement, on distingue les parties prenantes internes des parties prenantes externes. Donc, une partie prenante interne, ça peut être par exemple les dirigeants d'entreprise, les employés. Parfois, on inclut les employés retraités ou les familles des employés peuvent être inclus. Les syndicats aussi représentant les employés sont des parties prenantes internes. Au niveau de l'externe, là, on va aller regarder par exemple les investisseurs, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les concurrents même. On peut inclure dans ça les regroupements tels que les associations d'entreprises comme le CPEQ par exemple. Anne-Josée, pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont peut-être pas tous au fait des grands courants de la responsabilité sociale d'entreprise, bien de la RSE, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, à notre époque, le thème des parties prenantes est un incontournable pour qui s'intéresse au développement durable et à la RSE? Bien sûr, pendant longtemps, les dirigeants d'entreprise croyaient qu'ils étaient redevables essentiellement envers leurs actionnaires. De leur côté, les actionnaires recherchaient principalement un rendement à très court terme. Ça a créé des situations où on a parfois pas bien cerné les défis qui pouvaient être associés à un rendement court terme. Par exemple, des entreprises ont voulu rentabiliser très rapidement, faire des grandes marges de profit, donc ils ont poussé dans leur chaîne d'approvisionnement des comportements qui étaient plus ou moins responsables. On a vu des enjeux de chaîne d'approvisionnement, par exemple, dans des grandes entreprises où leurs employés qui étaient en Asie ou ailleurs dans le monde avaient des enjeux importants de santé-sécurité. Il y a des groupes de consommateurs et d'activistes qui ont vu ces situations-là et qui ont commencé à faire des campagnes qui avaient un impact sur la réputation de l'entreprise. On a aussi vu les scandales financiers. Donc, les entreprises, quand ils ont vu ces situations-là, ils ont senti la pression, ont commencé à penser qu'ils devaient peut-être prendre en compte davantage de parties prenantes que seulement les actionnaires. De leur côté, c'est devenu un peu un consensus parce qu'il y a des actionnaires qui ont commencé à regarder ce qui se passait puis à dire effectivement, si l'entreprise dans laquelle j'investis ne tient pas compte de l'ensemble de ses parties prenantes, on n'ira pas chercher le rendement optimal qui est possible d'aller chercher. Donc, les actionnaires, eux aussi, ont décidé de mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles prennent compte davantage de parties prenantes dans leurs décisions d'affaires et leur stratégie. Anne-Josée, pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt ou la plus-value pour les entreprises de miser sur l'engagement des parties prenantes? Bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices pour les entreprises d'engager ces parties prenantes. Le premier bénéfice qu'on voit, c'est vraiment la gestion des risques. Donc, en s'engageant avec les parties prenantes, on comprend mieux nos risques et on comprend mieux les attentes des parties prenantes qui peuvent parfois créer des risques réputationnels pour les entreprises. Le deuxième élément, c'est la conformité réglementaire. Dans certains projets, l'acceptabilité sociale passe nécessairement par des consultations publiques, par exemple. Ensuite de ça, les entreprises profitent de leur engagement avec les parties prenantes pour améliorer d'une façon continue la reddition de comptes. Donc, quand on fait des rapports, il faut qu'ils soient utiles pour les personnes qui vont lire l'information, qui vont s'en servir. En engageant les parties prenantes, ça nous permet de cibler nos efforts au niveau de la reddition de comptes. Puis parfois, ce qu'on voit, c'est même de faire moins d'efforts, donc de faire des rapports sur moins de sujets, mais qui sont plus pertinents pour nos parties prenantes. Donc, on utilise mieux les ressources de l'entreprise et on fournit des informations encore plus utiles. Pour les compagnies qui sont vraiment plus matures dans l'engagement de leurs parties prenantes, elles peuvent aussi se servir de ces occasions-là pour innover, identifier des nouveaux marchés, des potentiels de nouveaux produits, par exemple. Puis, est-ce qu'il y aurait peut-être des exemples à donner pour chacun ou un de ces 4 points-là? Oui, on peut passer aux entreprises qui doivent faire des grands projets qui vont toucher l'environnement, par exemple, ici au Québec. Quand on a la loi requiert qu'on fasse des audiences publiques environnementales. Si l'entreprise attend au moment des audiences pour s'engager avec les parties prenantes, ça risque d'être un peu difficile. Elle peut se retrouver avec des surprises. La stratégie d'affaires n'aura pas déjà inclus les préoccupations des parties prenantes. Donc, idéalement, une entreprise serait déjà en relation avec sa communauté, avec les organismes à but non lucratif, bien avant d'arriver au moment où on est aux audiences publiques
Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus avantageux pour elle parce qu'elle est prête et sa stratégie inclut déjà les préoccupations des parties prenantes. Est-ce qu'il est essentiel pour une entreprise d'investir des efforts pour entretenir des relations positives avec toutes ses parties prenantes? Bien, c'est certain que les parties prenantes sont dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, que l'entreprise soit proactive ou non, il y a une relation qui va être établie entre chacune des parties prenantes et l'entreprise. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour l'entreprise d'investir des efforts pour avoir des relations positives avec toutes les parties prenantes? Ce serait beaucoup demandé. Toutes les entreprises ont des ressources limitées, donc elles doivent faire des choix. Parfois, les entreprises vont choisir de se regrouper ensemble pour avoir certaines interactions ou faire des consultations avec des groupes de parties prenantes ensemble. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de faire toujours ça seul. Quand on décide de faire ça seul parce que c'est une partie prenante qui est importante pour nous, on va avoir identifié la partie prenante comme étant un public significatif pour notre entreprise. Donc, souvent, les entreprises vont faire des consultations sans nécessairement se demander pourquoi je fais la consultation, avec qui, qu'est-ce que je vise. Et là, on consulte beaucoup d'intervenants. On se ramasse avec des recommandations qui sont parfois floues, pas nécessairement utiles pour nourrir notre amélioration continue. Donc, là où c'est vraiment efficace, c'est quand on se pose la question dès le départ. Qui sont mes publics les plus significatifs? Qui peuvent vraiment m'aider dans ma création de valeur? Ou qui peuvent vraiment poser certains risques pour mon organisation? Et on essaie de créer ou d'engendrer un dialogue constructif avec ces publics significatifs-là. Ça, c'est un bon investissement des ressources de l'organisation parce qu'on cible, on canalise nos efforts vers l'établissement d'un dialogue avec des personnes qui vont avoir une grande influence sur nous ou sur qui nous, on a une grande influence. Et si on réussit ensemble à créer de la valeur ajoutée, tout l'écosystème va grandir. Ça, c'est bénéfique pour tout le monde qui est impliqué. Anne-Josée, que pouvez-vous nous dire sur les parties prenantes qui se font davantage entendre dans les médias? Est-ce que ça leur confère nécessairement une place parmi les publics significatifs de l'entreprise? C'est sûr que quand des parties prenantes sont dans les médias et qui s'expriment très fort en public, ça peut créer un risque réputationnel pour notre organisation. Comme entreprise, on a une responsabilité. C'est important de toujours se positionner comme étant la source d'information la plus crédible au sujet de notre organisation. Quand on identifie les publics significatifs, on va penser à ces gens-là ou ces regroupements-là qui sont dans les médias tous les jours. C'est important de leur donner des plateformes pour qu'ils puissent s'exprimer. Maintenant, si c'est un organisme qui vise essentiellement la confrontation ou les poursuites judiciaires, on n'a pas vraiment d'intérêt à établir un dialogue avec eux. Souvent, c'est un dialogue de sourds qui va s'installer. Donc, on a davantage intérêt à se positionner d'une façon crédible auprès de d'autres intervenants qui, eux, veulent créer un dialogue constructif, de créer de la valeur, puis à ce moment-là, ça va nous permettre vraiment d'aller de l'avant et dans les médias et avec les autres parties prenantes, d'attirer l'attention vers les enjeux qui sont importants pour nous, puis là où on est prêt à investir nos efforts. Mais qui, à l'intérieur de l'entreprise, a la responsabilité de déterminer quels sont les publics significatifs? C'est effectivement une grande responsabilité de déterminer qui sont les publics significatifs parce que on va mobiliser beaucoup de ressources de l'organisation dans le dialogue avec ces publics-là. On va aussi, au niveau de la reddition de comptes, s'assurer de répondre à leurs attentes. Donc, le professeur Robert Eccles, qu'on a accueilli à Montréal récemment, de l'Université Harvard, lui préconise que ce soit la responsabilité des membres du conseil d'administration d'établir la liste des publics significatifs. Chaque année, il ferait une déclaration des publics significatifs et de l'importance relative. Et à partir de ça, ça permettrait à l'équipe de gestion de définir les enjeux les plus pertinents et à l'équipe développement durable de travailler en fonction de ces publics-là. Certainement que l'équipe de développement durable attend pas que le conseil d'administration fasse une déclaration des publics. Donc, dans son travail, l'équipe de développement durable apprend à connaître les différents publics, puis elle-même fait des actions en fonction d'une importance relative. Même les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de déclaration, on travaille avec une priorisation de nos publics. Anne-Josée, j'imagine bien que les clients, les employés, les investisseurs d'une entreprise se retrouvent nécessairement dans une déclaration sur les publics significatifs. Pourriez-vous nous en donner un autre exemple peut-être? Oui, bien sûr. Un exemple auquel on pourrait penser qui pourrait surprendre les gens, c'est les compétiteurs.
Donc, pendant une période d'1 an, 2 ans, 3 ans, on pourrait voir nos compétiteurs comme un public significatif avec lequel on doit établir un dialogue constructif sur certains enjeux. En développement durable, particulièrement, c'est un endroit où ça peut vraiment bien s'appliquer. Par exemple, on peut penser à des chaînes d'approvisionnement mondiales dans certains secteurs industriels où, par exemple, il y a très peu de fournisseurs qui peuvent fournir un certain service. On peut penser à la teinture de vêtements. Et les grandes entreprises clientes de ces fournisseurs-là souhaitent opérer d'une façon responsable, donc ils regardent les enjeux de santé-sécurité. Et chacune veut arriver avec leurs propres normes, s'assurer que ça fonctionne bien, mais le petit nombre de fournisseurs potentiels sont bombardés de toutes sortes de normes différentes, ça devient ingérable pour eux. Dans des cas comme ça, les entreprises identifient leurs compétiteurs comme un public significatif. Ils font ce qu'on appelle la coopétition ou la coopération entre compétiteurs. Donc, ils engagent un dialogue ensemble, ils vont définir des normes communes, on les retrouve dans certaines coalitions. Donc, on le voit pas seulement dans le vêtement, on peut le voir parfois dans l'huile de palme, le cacao, d'autres produits, le coton, par exemple, un peu partout dans le monde. Donc, c'est une façon dont on peut voir que les publics significatifs, c'est vrai qu'il y a une base qui va rester plutôt stable dans le temps, mais ça vaut la peine de le reviser sur une base annuelle, parce qu'il y a certains publics qui peuvent devenir plus importants pendant une période, et c'est correct que l'entreprise accorde plus d'attention à ces publics-là par rapport à d'autres pendant certains moments. Est-ce qu'il existe une recette pour qu'une entreprise réussisse ce dialogue avec les parties prenantes? C'est drôle que tu parles de recette. On dit souvent qu'il n'y a pas de recette, mais par contre, on connaît tous les ingrédients. Donc, pour moi, ça part vraiment du professionnel en développement durable. Donc, on veut avoir un professionnel en développement durable qui joue son rôle de mobilisateur, de catalyste. Il va penser à tous les enjeux de l'entreprise, puis à qui dans la communauté ou dans l'écosystème là, pourrait être affecté par l'organisation. Ensuite, il va déjà avoir une idée des publics significatifs, possiblement que ceux-ci vont avoir été dictés par sa haute direction. Sinon, lui, intuitivement, va travailler avec ses publics significatifs. Il va aller chercher dans l'organisation les ressources où l'expertise se situe. Donc, il peut aller chercher les ressources en relations publiques, par exemple. Ce qui est important dans l'interaction avec les parties prenantes, surtout pour établir le dialogue, c'est d'aller au-delà d'une consultation à sens unique. Donc, on va vouloir avoir des plateformes de communication, des mécanismes, des objectifs, une stratégie. Les professionnels en relations publiques de notre organisation sont vraiment des alliés là-dedans. Ensuite de ça, c'est important d'aller chercher les leaders puis les influenceurs clés dans notre organisation qui sont en lien avec nos parties prenantes. Par exemple, si on identifie que les fournisseurs sont une partie prenante importante, les gens qui sont au service des achats vont être nos alliés. Anne-Josée, vous nous avez parlé de 3 ingrédients qui sont essentiels pour la recette, à savoir les relations publiques. Par ailleurs, il y a le rôle de mobilisateur de l'équipe de développement durable. Et enfin, il y a les influenceurs de l'organisation. Est-ce qu'il y aurait un 4e ou un autre ingrédient qui est essentiel pour la recette? Tout à fait. L'autre ingrédient très important, c'est la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est essentiel de regarder la stratégie d'entreprise et de bien la connaître pour savoir sur quel sujet et quel thème il est pertinent de s'engager avec nos parties prenantes. Donc, ça nous permet d'avoir un ensemble plus limité de sujets, de bien comprendre pourquoi on veut établir le dialogue constructif, qu'est-ce qu'on vise à travers ça. Et quand on comprend bien la stratégie d'entreprise, ça nous aide aussi à faire notre matrice de pertinence ou d'importance relative. Donc, on consulte nos parties prenantes pour comprendre leurs préoccupations. On met ça sur un axe. Sur l'autre axe, on regarde en quoi ces préoccupations-là sont pertinentes par rapport à notre stratégie. Et ça nous permet d'avoir un ensemble là, en bout de ligne où on voit les enjeux qui sont à la fois très importants pour nos parties prenantes et très importants pour notre stratégie d'entreprise. Et ça devient nos priorités pour le développement durable et la reddition de comptes. Je comprends mieux comment l'engagement des parties prenantes permet de favoriser la performance des entreprises. Maintenant, on voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent la responsabilité sociale pour mousser leur réputation auprès des parties prenantes. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Effectivement, la responsabilité sociale, c'est devenu une composante importante de la réputation des entreprises. Les gens veulent travailler pour une entreprise responsable, les consommateurs veulent encourager des entreprises qui ont des pratiques éthiques, ils veulent acheter des produits, on dit souvent, ils votent avec leur argent. Donc, c'est rendu quelque chose qui fait une différence sur le marché.
Par contre, d'utiliser la responsabilité sociale pour mousser sa réputation, ça vient pas sans risque. Ce qui est important, c'est que l'entreprise parle de ses initiatives d'une façon positive, en synchronisation, si on veut, avec sa performance. Donc, une entreprise qui parlerait de ses pratiques d'affaires responsables d'une façon très, très, très positive, mais en réalité, à l'interne, qui n'aurait pas les programmes pour soutenir ça et qu'elle ne performe pas bien. Ce qui va arriver, c'est qu'on va dire à l'extérieur qu'on est très bon, mais la performance n'y est pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un risque réputationnel pour l'organisation. Les attentes des parties prenantes vont être très, très élevées et le jour où ils vont voir notre performance, ça va créer un risque. D'un autre côté, une entreprise qui performe très bien en responsabilité sociale et qui ne l'utilise pas pour bâtir sa réputation, c'est un manque à gagner, c'est une perte nette parce que c'est tellement important pour les gens que si une entreprise fait des bonnes choses en responsabilité sociale, elle devrait l'utiliser pour bâtir sa marque. Donc, pour essayer d'éviter les risques puis de tirer le plein potentiel de notre effort en responsabilité sociale, on devrait en parler, mais d'une façon transparente. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de mesures. On essaie de vraiment exposer nos pratiques de responsabilité sociale d'une façon honnête, qui vont être en synchronisation, notre discours et nos actions, ce qui fait qu'on n'a pas de risque, c'est tout à fait transparent et ça permet un dialogue qui est d'autant plus constructif avec nos parties prenantes. Alors, Anne-Josée, en terminant, je vous donne la parole pour un mot de la fin. Un mot de la fin sur les parties prenantes. Écoute, les parties prenantes sont vraiment au cœur du développement durable. C'est essentiel pour les entreprises d'être plutôt proactives que réactives, puis aussi de faire ça d'une façon ouverte et transparente, mais à la fois méthodique. Documenter, garder les informations, les partager, être en mesure d'utiliser le contenu pour la reddition de comptes, mais aussi pour fournir aux gestionnaires dans la gestion même de l'entreprise et de l'organisation des nouvelles informations qui vont permettre à celle-ci d'opérer d'une façon plus responsable. Génial, merci beaucoup Madame Lacaire, c'est très gentil. Alors en terminant, j'aimerais remercier tous nos auditeurs. Par ailleurs, vous inviter également à regarder les autres capsules RSE. Et en terminant, je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci tout le monde.